Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi 4 avril. Nouvel assaut que les forces pro-Ouattara annoncent décisif en Côte d'Ivoire, où les forces françaises comptent désormais 1650 hommes. Derniers ajustements entre ténors, rue de Solferino. Face à face tout à l'heure dans ce journal, Christian Paul, l'un des architectes du projet socialiste, et Jean Arthuis, président de l'Alliance centriste, qui publie SOS Finances publiques. Nous verrons leurs points de divergence et de convergence. Il y en a sur la fiscalité notamment. Nouvelle polémique aujourd'hui provoquée par des propos de Claude Guéant sur l'accroissement du nombre de musulmans qui pose problème, dit-il à Nantes. L'autre débat à l'agenda demain, la bioéthique au Sénat, le Sénat qui veut corriger la loi dans un sens libéral. Enfin, notez avec nous également ce soir le maire vert de Sevran, Stéphane Gatignon, qui propose de légaliser le cannabis dans ce livre pour en finir avec les dealers. Une nouvelle réunion s'est tenue à la mi-journée à l'Elysée sur la situation en Côte d'Ivoire où la France a donc doublé sa présence militaire. L'heure est toujours au regroupement des expatriés alors que les appels internationaux se multiplient pour protéger les populations civiles. Et il y a quelques heures, le camp Ouattara a relancé son assaut contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. On fait le point avec Margot Brio. Ils ont attendu toute la journée le feu vert. Les partisans d'Alassane Ouattara marchent désormais sur Abidjan. À bord de dizaines de véhicules et munis de mitrailleuses lourdes, ils sont entrés dans la capitale. Direction le quartier du Plateau, où quelques minutes plus tard, des tirs et des explosions ont retenti. Confiants et optimistes, ce soir, ils espèrent dormir dans le palais présidentiel. Mais ils vont devoir s'attaquer aux forces de Laurent Gbagbo. Repliées sur leur dernier bastion, elles résistent farouchement depuis plusieurs jours. Laurent Gbagbo, lui, refuse toujours de démissionner ou de s'exiler. Pour la France, la priorité, protéger ses expatriés. Paris envoie donc des renforts, 150 soldats supplémentaires sur place, après les 300 envoyés hier. Et pour le moment, l'heure est au regroupement. Les soldats de la force Licorne viennent chercher les Français qui le souhaitent en véhicules blindés. Sur les 3 sites de la capitale, les ressortissants peuvent se réfugier dans l'attente, peut-être, d'une future évacuation. La Libye maintenant, alors que les combats se poursuivent entre pro et anti-Kadhafi, 2 fils de ce dernier proposeraient une transition vers la démocratie avec le départ de leur père, idée immédiatement rejetée par le Conseil national de transition et les capitales occidentales. Barack Obama lance sa campagne pour 2012 par un message à ses partisans posté aujourd'hui sur le net. Une annonce officielle surtout destinée à favoriser la levée de fonds pour financer sa campagne. Plus de 2 ans après le Yes Weekend, le président Obama reconnaît dans son message qu'engager un changement durable n'est ni rapide ni facile. L'éventuel repêchage des corps des victimes de l'accident du vol Rio-Paris est un délicat problème qui va se poser aux enquêteurs. L'opération de remontée de l'avion dont les débris ont été localisés sera lancée d'ici 3 semaines, 1 mois. C'est l'autre débat qui aura lieu demain, pas celui sur la laïcité, celui sur la bioéthique. Sur cette dernière question fondamentale, tout le monde en convient, le Sénat est en passe de prendre le contre-pied de l'Assemblée nationale en autorisant notamment la recherche encadrée sur l'embryon et la levée de l'anonymat des donneurs de sperme. Cette dernière mesure est fortement réclamée par les enfants qui souhaitent connaître leur géniteur. Reportage sur cette question délicate et controversée, Flora Sauvage. 50 000 jeunes adultes qui sont nés grâce à un don de sperme car leur père était stérile. Aujourd'hui, certains d'entre eux vivent difficilement l'anonymat de leur géniteur. Certains ont appris très tardivement leur mode de conception et un grand nombre de questions demeurent puisque le don est anonyme à ce jour. On ouvre une porte, mais le problème c'est que cette porte s'ouvre sur un mur et que personne ne peut vivre face à un mur. C'est un mur de questions perpétuelles. On se questionnera sans doute à vie si le législateur ne prend pas en compte notre situation. Des questions multiples auxquelles ils aimeraient bien obtenir des réponses. Est-ce que le donneur a des antécédents médicaux de maladies qu'on serait susceptible de développer? Est-ce que le donneur, s'il est prêt à dévoiler son identité, est-ce qu'on peut mettre un visage sur la personne qui nous a transmis la vie?
Et ces enfants nés par don de sperme craignent aussi de se mettre en couple avec un éventuel demi-frère ou demi-sœur, puisque un seul don peut conduire à plusieurs grossesses. Quand on se balade dans la rue, quand on a une relation sentimentale avec quelqu'un, c'est forcément quelque chose qui est omniprésent. Ces enfants ne cherchent ni un père de substitution, ni un père génétique. La Commission des affaires sociales du Sénat les a entendus puisqu'elle propose la levée de l'anonymat des donneurs à partir de 2014. Mais elle ne règle pas la situation de ces jeunes adultes car la loi n'est pas rétroactive. Et concernant maintenant le débat sur la laïcité, une nouvelle polémique sur des propos tenus par Claude Guéant. L'accroissement du nombre de musulmans pose problème, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui à Nantes, ils étaient peu nombreux en 1905 lors de l'adoption de la fameuse loi réglementant les relations entre l'État et les cultes. Mais 5 à 6 millions aujourd'hui, a précisé encore le ministre de l'Intérieur. SOS Racisme et Eva Joly se déclarent scandalisés. La réaction de nos deux invités politiques dans un instant. Nicolas Hulot pourrait partir seul à la présidentielle, mécontent de l'avancée en juin des primaires d'Europe Écologie Les Verts. L'animateur d'Ushuaïa menacerait d'être candidat hors parti. Au PS, aujourd'hui, réunion de cadrage du projet pour 2012 avec tous les ténors du parti, du moins ceux présents à Paris. Reportage Fabrice Cunet. La bousculade est à la hauteur de l'attente. Après 2 ans et demi de gestation, le Parti socialiste présente son programme pour 2012. Un programme, un socle ou une base de travail, les interprétations diffèrent d'un cadre à un autre. Mais la première secrétaire appelle à l'unité. Face à un pays qui paraît en déclin et où les Français se sentent mal et en plus divisés ou que l'on veut diviser, je crois qu'ils attendent vraiment un beau projet. Je crois que tous les socialistes ont vraiment la conviction qu'ils ont une immense responsabilité. C'est pour ça qu'on travaille tant depuis 2 ans et demi pour être à la hauteur. Un projet très à gauche. Un exemple, le plafonnement des salaires des patrons d'entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire. Mais pour les proches de Dominique Strauss-Kahn, jugés plus libéraux, pas de problème. Et ce texte n'a pas été fait pour quelqu'un ou contre quelqu'un. C'est un texte pour les Français. Et à partir du moment où il est efficace et réaliste, on ne peut que le soutenir. L'autre grand thème, la jeunesse. Avec le retour des emplois jeunes, 300 000 emplois dits d'avenir. Le créneau du candidat Hollande. Il n'y a aucun thème qui appartient à tel ou tel. Il y a un sujet qui à un moment s'impose. Tant mieux si l'ensemble du parti trouve sur la jeunesse un moyen de se rassembler. Si tous se rangent derrière le document de 80 pages et de la trentaine de propositions, chacun garde en mémoire la campagne de 2007. Ségolène Royal avait alors avoué être mal à l'aise avec le programme socialiste. C'est pour ça, je crois qu'il y a un juste équilibre à chercher entre un socle commun de propositions et ensuite chacun prendra la liberté de dire quelles sont ses priorités et quelle est sa vision d'une mutation de la société française. Alors programme, projet ou socle, les socialistes ont jusqu'à mai en tout cas pour arrêter leurs propositions avant un vote des militants. À l'image de cet après-midi, ce calendrier met au moins entre parenthèses les querelles de personnes pour 1 mois. C'est aussi un avantage peut-être de ce projet. Christian Paul, bonsoir. Vous êtes le président du laboratoire des idées, l'un des artisans donc de ce projet. Alors vous ne voulez pas retenir que l'aspect fiscal, économique, vous voulez Même aussi... si je suis prêt à en parler aussi. Bien sûr, vous voulez aussi insister sur l'aspect sociétal de ce projet. Oui, le fait que c'est un projet de société et pas seulement un catalogue de mesures qui sont évidemment nécessaires, mais c'est beaucoup plus que ça. Notamment, vous voulez défendre les nouvelles mesures pour l'implantation des médecins dans les fameux déserts du pays. Un projet de société, c'est d'abord remettre de la justice dans un pays qu'elle a aujourd'hui totalement déserté. Avec nous également donc Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Président de la Commission des Finances et de l'Alliance centriste. Vous réclamez de vraies réformes dans ce livre, SOS Finances publiques. Alors j'ai regardé, c'est assez intéressant. Il y a des points de convergence entre vous deux sur un certain nombre de mesures. D'abord, le coût de ce projet socialiste Christian Paul, 25 milliards de dépenses en 5 ans. Et dans le même temps, vous annoncez 50 milliards de recettes fiscales nouvelles. Comment est-ce que vous arrivez à cette équation des plus rassurantes pour les finances publiques ? C'est pour ça qu'il est très important de ne pas simplifier ce projet en le résumant à quelques chiffres. Qu'est-ce que nous avons voulu dire ? Effectivement, il y a des marges de manœuvre. Il y en a d'ailleurs beaucoup plus que ne le pense le gouvernement aujourd'hui, parce que ces marges de manœuvre, pour les conquérir, ça réclame du courage politique. Ça réclame notamment le courage de mettre fin à des dépenses fiscales, ce qu'on appelle des niches fiscales, qui sont pour beaucoup d'entre elles aujourd'hui inefficace ou même contraire à l'intérêt général. Donc là, il y a effectivement, à portée de main, 50 millions
50 milliards d'euros sur la durée d'un mandat, qui peuvent aller en effet pour moitié 25 milliards au financement de propositions nouvelles, qui doivent aller aussi au désendettement du pays, parce que la droite, qui, nous l'espérons, en 2012, quittera le pouvoir dans ce pays, laissera les finances publiques, et là le SOS finances publiques est nécessaire, laissera les finances publiques dans un état qui est sans précédent. Donc il y a effectivement ces marges de manœuvre. Mais je crois que ces marges de manœuvre, il faut le dire aussi dès le début de ce débat, elles vont bien au-delà des économies qu'on peut faire sur les privilèges fiscaux. Il y a aujourd'hui des dysfonctionnements majeurs, y compris dans l'action publique. Vous parlez de la médecine par exemple. Dans nos départements aujourd'hui, le coût du désert médical qui renvoie à plus tard l'accès aux soins, et c'est vrai dans la Mayenne comme dans la Nièvre, est aujourd'hui la cause à la fois d'inégalités très fortes, mais aussi de coûts considérables pour la sécurité sociale. Donc nous avons des marges de manœuvre, il faudra des redéploiements, il faudra également des conditionnalités. Vous avez aujourd'hui plus de 20 milliards d'euros d'exonération de charges qui sont donnés sans véritable contrepartie. Donc oui, mettons en contrepartie par exemple l'augmentation des salaires. Je termine là-dessus, là où il y aura augmentation des salaires, eh bien, il pourra y avoir exonération de charges sociales. Alors, c'est de la conditionnalité, ça ne coûte pas 1 euro de plus. D'accord. Vous parlez de marge de manœuvre, Jean Arthuis, je ne sais pas si vous acceptez cette formule, mais quand même, dans le projet socialiste et dans votre livre, je le disais, il y a des idées similaires. Donc déjà, la niche fiscale. Les niches fiscales, la création d'une tranche à 45% pour les plus hauts revenus, la fin de la TVA dans la restauration, le Parti socialiste est pour, et puis également il y a la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. C'est une convergence. Il y a quelques convergences. Et d'ailleurs, je pense que si nous voulons mener à bien les vraies réformes dont le pays a besoin, il va falloir sortir des clivages politiques traditionnels et créer les conditions de débat qui soient autre chose qu'une polémique systématique comme celle qui avait vu le jour au soir du premier tour des élections législatives, lorsque Laurent Fabius avait accroché Jean-Louis Borloo, ministre de l'économie et des finances, sur la TVA sociale. C'est votre premier chapitre, évidemment, dans votre livre, la TVA sociale. C'était d'un ridicule absolu. On donnait le sentiment que seul comptait l'accès au pouvoir, l'habileté politique. Et une fois qu'on est au pouvoir, naturellement, on ne sait pas très bien comment on va en sortir. Alors, il y a des points de convergence, incontestablement. Il y a les 300 000 emplois jeunes. On va en parler. Tout le monde a fait ça. Tout ça est bien, à condition. C'est bien les 300 000 emplois jeunes. Les emplois jeunes, vous le savez, ils ont été progressivement et même assez brutalement supprimés après 2002. Ils ont pris des appellations diverses, mais tout ceci est vain s'il n'y a pas la perspective de croissance, de compétitivité et de retour au travail. Or, dans ce projet, j'observe d'abord qu'on part d'un taux de croissance de 2,5%, c'est commode. Tout le monde prend 2,5%, aussi bien le gouvernement de François Fillon que le Parti socialiste. Ça permet d'avoir des perspectives de recettes. Malheureusement, je ne vois pas où sont aujourd'hui les potentialités de croissance. Car ce qui n'est pas évoqué, mais je veux être prudent, parce qu'au fond, c'est demain que le Parti socialiste, les instances dirigeantes approuveront leur projet et que... il faudra attendre le mois de mai pour qu'il soit adopté par les militants. Mais au-delà de cela, je ne vois pas d'où peut venir la croissance. Et je n'ai pas bien compris la vision qu'avait le Parti socialiste de la mondialisation et des enjeux qu'elle nous contraint à assumer. On reste dans un registre très classique. Et finalement, je ne vois pas bien ce qui va changer. Christian Paul. Oui, sur la mondialisation, je crois que ce qui est, non pas nouveau, parce que nous avons compris depuis longtemps, comme d'ailleurs tous les Français, que la mondialisation économique avait des conséquences extrêmement fortes sur notre pays, comme l'avait d'ailleurs le choc écologique et un certain nombre... Non, mais attendez, je vous réponds, puisque vous nous avez délibérément amené sur un terrain que je considère moi-même comme tout à fait essentiel. Et ce sont pas seulement là, d'ailleurs, des querelles de chiffres, ce sont des changements de civilisation. Nous avons pendant longtemps considéré que notre économie était conduite dans le cadre essentiellement national. Dans le cadre européen aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs dans le cadre européen également que nous devons construire un certain nombre de protections qui ont cruellement manqué. Alors il y a encore une convergence. Attendez, mais je vais jusqu'au bout. À condition de fédéraliser l'Europe. Et on n'y est pas. Oui, mais écoutez, à condition d'en faire une démocratie. Ça demandera peut-être le temps d'une génération, mais après tout, la politique... qu'est-ce qui se passe par exemple ? Non, mais attendez, je vais jusqu'au bout. Le temps de la politique, c'est à la fois du court terme
terme, parce qu'il y a de l'urgence sociale, il faut y répondre. Il faut répondre par les emplois jeunes. Il faut y répondre par la réforme des retraites. Et là, nous prenons des engagements également très clairs dans le domaine des retraites. Il faut y répondre également, et c'était évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites sur les retraites? Vous revenez sur la réforme exactement? Vous revenez sur on dit qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans ce projet de réforme. La retraite à 60 ans dans le cadre que nous avons fixé. Une retraite à point, la prise en compte de la pénibilité pour les millions de Français. C'est très bien, mais on ne sait pas l'écrire. Oui, mais on n'a pas essayé. On n'a pas essayé. On l'a pas négocié. On n'a pas négocié. On a fait une réforme de retraite. On a fait une réforme de retraite il y a quelques mois sans procéder à une vraie négociation. Il y a des pays en Europe qui savent aujourd'hui prendre en compte la pénibilité. J'ai peur que vous soyez là dans l'incantation, voyez-vous. Y compris des pays voisins. Question, mondialisation. Pensez-vous que l'on puisse continuer à taxer la production? Charge sociale pour financer la branche maladie, pour financer la branche famille. Croyez-vous qu'en maintenant ce type de prélèvement sur la production, on n'est pas en train d'encourager la délocalisation d'activités et d'emplois et donc la désindustrialisation? Nous avons peut-être la désindustrialisation, elle est déjà là. C'est le fruit des 30 dernières années. Seriez-vous résigné? Donc la question, pas du tout. La question, c'est de savoir comment la puissance publique est capable de procéder à un soutien à la réindustrialisation en ayant des outils financiers. Écoutez, vous êtes comme moi. Cessons d'imposer la production. Vous êtes comme moi, élu local. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand nous avons une entreprise à accueillir dans nos territoires, quand nous avons à soutenir une branche d'activité, on l'a vu particulièrement avec l'automobile ces 2 dernières années, aujourd'hui les moyens d'action de la puissance publique sont notoirement insuffisants, y compris en termes de financement des PME. Donc c'est vrai que la réindustrialisation de ce pays ne se fera pas avec les banques françaises d'aujourd'hui dans la situation et dans la philosophie qui est la leur aujourd'hui. Votre proposition. Vous le savez bien, aujourd'hui on a mis la finance avant l'économie, eh bien nous devons réhabiliter en effet l'industrie, le travail, ne nous payons pas de mots. Votre proposition de banque publique, c'est d'additionner OSEO et la Caisse des dépôts et consignations. Ça existe déjà. Et je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut aider les PME dans l'impuissance en priorité. Nous sommes dans l'impuissance publique dans ce domaine-là. Oui. Vous mettez bout à bout le Fonds stratégique d'investissement, la Caisse des dépôts et OSEO et l'action des régions. Mais qui aujourd'hui sont totalement émiettés. Mais permettez-moi de vous dire. Aujourd'hui, vous parlez à des chefs d'entreprise ou à des salariés ou à des syndicats. Moi aussi, je parle aux chefs d'entreprise. Je n'en doute pas. Eh bien, ils font comme vous, probablement, et comme moi en tout cas, le constat de l'impuissance des dispositifs de financement de l'économie. Remettons l'économie avant la finance. Oui, bien sûr, mais ça n'est pas la concentration des moyens financiers pour doter les PME. Nous proposons une régionalisation très audacieuse. M'autorisez-vous à exprimer mon point de vue? Si nous voulons que des PME investissent, si nous voulons que se créent des emplois, il faut que les conditions de la compétitivité soient réunies. Or, en maintenant un certain nombre de lois, par exemple, les 35 heures, avec ce qu'elles peuvent avoir de rigide, le poids dont elles pèsent, sur la sphère publique, vous avez 250 milliards de frais de personnel dans les 3 fonctions publiques, État, hospitalière et collectivité territoriale. Nous n'échapperons pas à une remise en cause des 35 heures. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. Faute de quoi, on n'en sortira pas. C'était si simple et si nécessaire, vous l'auriez sans doute fait depuis 2002. Mais je regrette. Non, la question que... C'est pour ça que je l'exprime dans ce livre. L'approche que vous avez de la productivité, de la compétitivité, me paraît faire l'impasse sur la productivité. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui la productivité de l'économie? C'est aussi la cohésion sociale. Aujourd'hui, ce pays est tétanisé à la fois par les injustices, par des salaires qui restent trop faibles, et par des réformes publiques, c'est de ne pas pouvoir accéder au travail et un travail qui soit convenablement rémunéré. C'est pour cela qu'il faut réformer radicalement notre fiscalité et nos prélèvements obligatoires, qui sont produits importés. Notamment. C'est-à-dire la consommation. En imposant moins les entreprises qui investissent en France aussi. Et sur l'impôt sur les sociétés, il y a aussi un outil de soutien à l'investissement, à la croissance qui est tout à fait essentiel. Il y a un encouragement effectivement à réinvestir les profits dans l'entreprise de la part du Parti socialiste. Simplicité. Est-ce que vous suggérez c'est une nouvelle usine à gaz? Vous êtes d'accord avec le plafonnement du salaire des patrons des entreprises où l'État est présent, de 1 à 20, oui ou non? Je pense que lorsque l'État est actionnaire, et pas seulement dans les entreprises publiques, un certain nombre d'institutions publiques, je pense que de l'ordre de 20 à 30%, ça me paraît raisonnable. Oui.
Question d'actualité. Le Parti socialiste, les députés socialistes, Christian Paul, interpelle Christine Lagarde sur le chèque que l'État a signé à Bernard Tapie, car le contribuable aurait été lésé et la procédure n'aurait pas été tout à fait régulière. Est-ce votre avis? En 2008, j'ai écrit à M. Tapie, parce que nous avions eu un débat ici au Sénat à propos d'une disposition qui était en discussion. Et M. Tapie m'avait téléphoné. Je lui ai dit, mais M. Tapie, l'indemnité qui vous est allouée est assortie d'intérêts de retard. Et les dettes que vous avez contractées à l'égard du Crédit Lyonnais n'ont pas porté intérêt. Je sais que vous avez le sens de l'honneur. Eh bien, pourquoi, au nom de l'équité et au nom de l'honneur qui vous caractérise, vous ne demandez pas spontanément à ce que vos dettes à l'égard du Crédit Lyonnais fassent l'objet d'intérêts? Je lui ai confirmé cela dans une lettre au mois de décembre 2008. Je n'ai jamais eu de réponse. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que les députés socialistes sont fondés à vouloir saisir la Cour de justice de la République? Oui ou non? Je ne crois pas, puisque c'était une affaire qui avait été scellée. Mais en revanche, je voudrais que l'on revoie les conditions d'intérêt. Et je m'étonne qu'on n'ait pas tenu compte de ce déséquilibre dans les intérêts. Si vous le permettez, je voudrais quand même dire un mot. Bernard Tapie ne m'a pas téléphoné, mais s'il l'avait fait, je lui aurais dit deux choses. La première, c'est que recourir à de l'arbitrage privé, quelles qu'en soient les conditions, dans une affaire qui est aussi contraire, encore une fois, à l'exemplarité, je crois que ça a été une faute de la ministre de l'économie et des finances. La deuxième chose, terminer avec un préjudice moral qui est, je crois, évalué à 40 ou 45 millions. 45 millions d'euros, c'est-à-dire pour certains des centaines de vies de travail. Je crois que ça choque beaucoup de Français, et là aussi c'est une faute lourde. Vous restez choqué, Jean Arthuis, par je reste choqué surtout par ce déséquilibre entre le fait que l'indemnité allouée à M. Tapie est assortie d'intérêts, de retard, alors que les dettes de M. Tapie envers le Crédit Lyonnais n'ont pas porté intérêt. Si on en avait tenu compte, la balance eût été, à mon avis, très mince. Allez, j'ai une dernière question à vous poser à tous les deux autour de cette nouvelle polémique suite à des propos de Claude Guéant. L'accroissement du nombre de fidèles musulmans, un certain nombre de comportements, dit-il, pose problème dans notre pays. Comment est-ce que vous réagissez, à ce stade, ça n'est plus une simple bavure du ministre de l'Intérieur qui en avait commis quelques-unes dès les premières semaines. C'est un acharnement à l'égard d'une partie de la communauté française, la communauté nationale. Beaucoup de musulmans, qu'ils soient d'ailleurs français ou qu'ils n'aient pas notre nationalité, sont profondément choqués. Et beaucoup de croyants dans notre pays qui appartiennent à d'autres religions le sont également. Je crois d'ailleurs que la lettre qu'ont adressée à Jean-François Copé les principaux dirigeants des religions de France était extrêmement explicite. Donc aujourd'hui, c'est une méthode d'acharnement. Il y a une tentation d'affrontement civil aujourd'hui dans la société française à un an des élections présidentielles. Et donc le président de la République, s'il n'était pas lui-même complice de cette manœuvre, devrait vraiment en siffler la fin. Moi, je pense que le rôle des pouvoirs publics dans une république laïque, c'est de rassembler les Français. Et c'est d'éviter tout propos qui suscite des clivages et des stigmatisations. C'est la responsabilité du président de la République, c'est la responsabilité du gouvernement que de faire respecter les pratiques religieuses. L'article 2 de la Constitution est sans ambiguïté. Je voudrais que l'on s'y tienne. Merci messieurs. Restez avec nous pour cet autre débat de fin de journal qui est relancé par ce livre pour en finir avec les dealers dont nous recevons l'un des auteurs, donc l'élu Stéphane Gatignon, qui propose de légaliser le cannabis. Claire Colnet nous expose une thèse très controversée. Faut-il dépénaliser l'usage du cannabis? C'est la proposition choc de Stéphane Gatignon. Le maire écologiste de Sevran pointe du doigt l'échec de la politique de répression face aux drogues. Les réseaux mafieux continuent en effet de se développer, et cela malgré le 1,5 milliard d'euros dépensés chaque année dans la lutte contre les stupéfiants. En France, près de 4 millions de personnes consomment du cannabis. 30% des 15-64 ans sont concernés. Un chiffre élevé au regard des autres États. La moyenne européenne s'élève à 22% de consommateurs. Pourtant, la France dispose de lois particulièrement répressives, jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende pour usage de drogue. Alors l'État doit-il organiser la production et la consommation de drogue? En Europe, certains ont déjà franchi le pas.
Depuis 2001, c'est le choix du Portugal, où dépénalisation rime avec baisse de la consommation. Bonsoir Stéphane Gapignon, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors pour en finir avec les dealers, est-ce que vous choisissez, vous, l'utopie pour venir à bout d'un fléau? Je pense que c'est pas de l'utopie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une situation, dans une impasse, et que ça concerne des millions de Français qui souffrent sous le joug aussi des trafics, et qu'aujourd'hui ça peut pas durer comme ça. On a des zones entières en France qui vont finir sous la coupe d'une mafia, et donc ça peut... Oui. Il faut couper court à ça. Je pense que c'est pas de l'utopie, on n'est pas babacool, c'est sérieux. De là à imaginer une cannabiculture en Ile-de-France, par exemple, je sais pas, dans votre ville, sous l'égide d'une nouvelle CEITA du hashish? Non, une CEITA, c'est une structure nationale qui contrôlerait effectivement la vente, au lieu d'être contrôlée par des réseaux mafieux, que ce soit l'État qui contrôle la qualité et la vente de ce qui se vend, comme l'alcool. Le cannabis, c'est à peu près équivalent à l'alcool. Je pense que ça, on est tous habitués aujourd'hui, on boit. Enfin, vous voulez remplacer les 100 000 dealers de rue par un seul, l'État? C'est pas une question. Il y a les vendeurs de vin, et la CEITA aujourd'hui c'est pas une usine à deal, c'est une structure d'État qui effectivement est importante. Alors vous citez l'exemple, on l'a vu là notamment du Portugal, mais dans ce pays il y a une prise en charge très sérieuse quand même des personnes qui se droguent. Absolument, il y a une prise en charge très sérieuse. C'est pas totalement légal. Ah non, il y a une dépénalisation depuis 10 ans maintenant, y compris, ça a permis de faire reculer le nombre de consommateurs dans ce pays, qui est d'ailleurs reconnu aujourd'hui par l'ONU comme une bonne expérience. Voilà, aujourd'hui, le problème, c'est qu'en France, ça a été dit dans votre sujet, aujourd'hui en France, c'est le pays qui est le plus répressif. Et en même temps, c'est le pays où on fume le plus en Europe. Donc il y a un souci quelque part. Comment est-ce que vous vivez, vous, cette présence des dealers dans votre commune? Difficilement. Il y a 10 jours encore, il y a eu des fusillades chez moi pour des questions de territoire. La police a retrouvé des armes automatiques, des armes, des grenades. Les gens sont effrayés et terrorisés. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont terrorisés chez eux parce que pour rentrer chez eux, ils sont obligés de montrer une carte d'identité en bas. Voilà, c'est invivable. Et en même temps, on a ce que je dis. Là, par exemple, quand il y a eu les règlements de compte entre dealers, la police a eu un rôle quasiment de casque bleu, de force d'interposition entre les groupes pour empêcher qu'ils se tirent dessus, pour pas qu'il y ait de balles perdues et qu'ils tuent des gens. Enfin voilà, on est dans cette situation-là. Moi, depuis juillet 2009, on a enterré 7 personnes de morts violentes liées au trafic. C'est plus possible. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est plus possible. Vous pensez que la police est définitivement désarmée face à ce phénomène? La police fait son travail. La police démantèle, il y a un énorme travail qui est fait dans ma ville comme dans toutes les villes, et c'est fait. Aujourd'hui, la police, comme la justice, elle vide la mer à la petite cuillère. Alors, vous refusez de considérer que les drogues douces mènent aux drogues dures. Et pourtant, vous dites, alors on peut encore faire le parallèle avec l'alcool, parce que je crois que c'est à peu près les mêmes statistiques, mais le cannabis serait à l'origine de 15 à 20% des accidents du travail. Absolument, 20% aujourd'hui des accidents du travail, parce que, comme on n'est pas... Une drogue que vous voulez légaliser. Mais oui, mais parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de prévention. Il y a un vrai problème de santé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes et moins jeunes qui vont étudier, qui vont bosser, qui prennent la voiture, etc., qui ont une vie normale. Et alors, on leur dit pas que fumer, on n'est pas dans un état normal quand on a fumé. Et c'est ça qu'aujourd'hui, la prévention et le grand travail de prévention est à faire là-dessus, exactement comme l'alcool. Bon, vous voulez en faire un débat pour 2012 ? Il faut que ce soit un débat de 2012. D'ailleurs, dans le bouquin, il n'y a pas que ça, il y a aussi le rôle de la police, il y a tout un tas de choses. Vous avez écrit ce livre il faut y aller. avec Serge Supersac, qui est un ancien policier. Alors, la réaction de nos deux invités, Christian Paul, pour ou contre la légalisation du cannabis? Elle a déjà été proposée par plusieurs d'entre nous, Daniel Vaillant en particulier. Qui tout le monde lui est tombé dessus au PS. Donc, pardon ? Tout le monde lui est tombé dessus au PS. Non, mais je crois que ce livre, il fait réfléchir, il faut le lire. Il faut le lire. A priori, vous demandez... Pour réfléchir et avancer, oui. Gérard Puy, pour ou contre Je pense qu'il faut vraiment en débattre. Vous parliez des accidents du travail. Je pense qu'il y a aussi des accidents de circulation qui sont la conséquence de consommation de stupéfiants et de drogue. Ça fait partie de toutes ces addictions. C'est comme l'addiction à la dette publique. Je pense qu'il faut que nous puissions nous prémunir. Et d'abord, que l'État mette un terme à tous ces dysfonctionnements. Car si l'on veut en effet que les efforts des policiers et des magistrats aboutissent, il faut aussi que les conditions soient réunies. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui. J'observe qu'il y a probablement une centaine de milliers d'individus qui sont condamnés à la prison, mais qui restent en liberté parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. C'était la question du nouvelobs.com. Faut-il légaliser le cannabis? On découvre vos réponses. Vous répondez oui à 52%, non à 41%. Donc c'est assez partagé. La société française a mûri sur cette question. Et ce qui est décrit, en effet, dans votre ville, on le trouve aussi dans beaucoup d'autres territoires. Y compris en Mayenne, y compris dans la Nièvre. La question n'est pas close et que le débat doit avoir lieu.
Pour en finir avec les dealers, donc aux éditions Grasset. Et puis Osons les vraies réformes par Jean Arthuis, SOS Finances Publiques. Une autre addiction que vous dénoncez jour après jour chez Kalman Levy. À 22h. Le projet du Parti Socialiste à lire sur le site du Parti Et Socialiste. le projet socialiste, demain, ce sera sur Internet pour l'instant, hein, avant de le retrouver dans nos boîtes aux lettres pendant la campagne. Merci à tous les trois. À 22h, Sonia Mabrouk. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlez-moi d'ailleurs avec Franz-Olivier Gisbert. Bonsoir à tous. Ces derniers temps, le débat sur la laïcité a menacé de tourner en débat sur l'immigration. Ce n'est pourtant pas la première fois que les politiques s'emparent du sujet, mais jamais la polémique n'avait atteint une telle ampleur. Quelles sont les nuances sémantiques dans la majorité et que nous révèle-t-elle sur ce thème de la laïcité qui pourrait être au centre de la campagne de 2012? Toutes les réponses cette semaine dans Déshabillons-les. Déshabillons-les démêle le fond de la forme en revenant sur les mots et les images qui ont marqué l'actualité. Mardi à 22h30 sur Public Sénat. PublicSénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité.